Je n'ai personne à remercier, sauf évidemment les organisateurs pour ce colloque particulièrement intéressant par l'originalité de son thème, mais aussi par la qualité de ses contributions, et je vais évidemment y revenir. Alors, oui, je commence par vous remercier, et à dire vrai, je vous en veux un peu de m'avoir fait ainsi confiance. Et je voudrais donc rompre un peu avec cette tradition, au risque d'apparaître d'une épouvantable grossièreté, et souligner en réalité le sale coup qui m'a été fait, qui consiste à me confier la synthèse de propos aussi riches et aussi divers. D'abord, c'est m'imputer une qualité précieuse dont je ne suis pas absolument certaine de détenir. Et il est fort possible que dans les minutes qui suivent, je vous fasse la démonstration flagrante de mon inaptitude à avoir l'esprit un tout petit peu synthétique. Et puis, en plus, je trouve ça particulièrement délicat et d'ailleurs pour vous assez dangereux. Pourquoi? Parce que je m'attachais à synthétiser un peu les propos qui ont été tenus tout au long de la journée, en fin de journée, alors que vous êtes tous fatigués, vous en avez un peu assez, que j'ai pris tout cela généralement sur le vif, que je risque de trahir vos propos, ou pire encore, d'en noter tout le sel, voire tout l'intérêt. Donc je vous présente d'ores et déjà mes excuses, mais me voilà rassurée parce qu'il y a ici tout un aéropage de brillants constitutionnalistes qui connaissent tous la règle de la solidarité, de sorte que si je trébuche, bien évidemment, vous serez tous collectivement responsables. Alors, enfin, c'est stimulant, mais c'est évidemment épuisant, et je dois vous faire un aveu, jamais je n'ai écouté avec autant d'attention un colloque. Fort heureusement, celui-ci fut très bon. Et pourtant, je ne connaissais absolument rien du Chili. Et j'imagine que lorsque vous avez assuré la publicité de ce colloque en dehors du cénacle purement universitaire, je n'ai pas dû être la seule à ne connaître du Chili, grosso modo, que sa forme oblongue, les interventions, son histoire évidemment tragique, avec les interventions de la CIA, et puis quelques noms de plages ou de places qui font rêver. Mais c'est peut-être tout l'intérêt de notre métier ou de nos vocations de constitutionnalistes, de nous intéresser précisément à porter nos regards hors de nos frontières, non seulement par pure curiosité, mais aussi pour y trouver, comme aujourd'hui, matière à réflexion. Alors passons au fond, trêve de plaisanterie plus ou moins bonne. La constitution chilienne, ou le projet de constitution chilienne, fut-il une constitution trop avant-gardiste? La question méritait évidemment d'être posée à l'aune du projet, en effet très novateur, porté par la Convention constitutionnelle de 2020. Il s'agit ici, bien évidemment, de la mise en œuvre du pouvoir constituant originaire, mais dans un cadre que je qualifierais volontiers de post-moderne plutôt que de post-souveraine. Je fais ici écho au petit débat que nous avons eu tout à l'heure. C'est-à-dire avec une dimension assez marquée, en définitive, de démocratie participative, terme qui finalement a été peu évoqué aujourd'hui, donc je vais compléter en ce sens peut-être. Pouvoir constituant originaire ou dérivé selon la part que vous accorderez à l'encadrement par la Constitution en vigueur de l'exercice de cette convention. Or, il y a en matière de pouvoir constituant originaire ou dérivé, de pouvoir constituant originaire, une sorte de mystère, hein, l'impression souvent fallacieuse d'un grand soir, d'un début de tout que l'on a pourtant du mal à saisir, à analyser, une sorte d'opacité de ce moment constituant qui est sans doute à mettre en lien avec son caractère ajuridique, et je fais ici écho à ce qu'a rappelé tout à l'heure Miguel Herrera, qui nous rappelait que c'était un mouvement qui dépasse le droit, le strictement juridique, un moment ajuridique en un sens. Et cette opacité est sans doute liée également aux circonstances de la survenue de cette convention dans le cas chilien. Et ce cas me semble à cet égard particulièrement signifiant. Comme nous l'a rappelé Alexis Lequigno ce matin, c'est un fait anecdotique. La hausse du prix d'un ticket de métro qui fait éclore un mouvement social fort de revendications économiques. Le schéma est finalement classique et m'a rappelé plus que mai 68 qui a été évoqué ce matin, ou encore plus récemment le mouvement des Gilets jaunes qui n'a pas mené, on le sait, à une convention constitutionnelle, mais à une simple convention sur le climat, beaucoup plus modeste dans son ampleur et dans ses résultats. Ça m'a rappelé en réalité la révolution des casseroles de l'Islande de 2008. Manifestations, affrontements, barricades, répression, état d'urgence, transformation surtout de nature de la revendication, puisque d'économique, elle devient constituante. Or, comme en Islande, l'inadéquation, le caractère obsolète de la Constitution devient soudain insupportable. En Islande, c'est la Constitution de 1944, largement inspirée de celle octroyée en 1874 par le roi du Danemark,
qui est remise en cause. Et au Chili, c'est l'héritage de la dictature de Pinochet que ne parvient plus à masquer, notamment sur le plan économique, les 61 révisions, et je ne ferai pas comme Alexis, je ne vous rappellerai pas les 61 dates, et notamment la révision d'ampleur de 2005. Alexis Lequigno nous a bien montré combien les caractéristiques ultralibérales du régime politique, économique et social, alors mises en place sur le fondement d'un texte imprimé le jour même du coup d'État renversant Allende, ont pu survivre. Autre point commun, il me semble, entre l'expérience chilienne et l'expérience islandaise, l'usage du processus participatif dans le cadre d'un projet à ambition nationale. Dans l'un et l'autre cas, en effet, on établit une convention constituante destinée à contourner finalement le rôle central traditionnellement dévolu au Parlement en matière de révision constitutionnelle. Et dans les deux cas, il y a ce que j'ignorais d'ailleurs dans le cadre chilien, j'ignorais beaucoup de choses du cadre chilien, bien vrai, il y a un épisode original d'entraînement à la Convention. C'est ce à quoi vous avez fait allusion, Alexis, ce matin, en soulignant l'existence et dont Carlos, je crois, a été témoin et qui fait écho, il me semble, à la réunion de l'ANIL dans l'Islande de 2007. C'est le signe, comme l'a souligné Carolina, que le processus constituant provient effectivement d'une demande sociale. La sortie de crise se fait donc par la mise en place d'une instance expérimentale, à la fois délibérante et participative. Enfin, ultime point commun, les deux expériences ont une dimension quand même assez largement déceptive, puisqu'elles se soldent en définitive par des échecs, ou en tout cas des résultats en demi-teinte. En Islande, un projet de constitution élaboré en 4 mois, donc plus rapidement, a été largement adopté lors du référendum consultatif organisé en octobre 2012. Il y a donc une différence avec le Chili. Toutefois, ce projet est abandonné à la faveur de la victoire du Parti conservateur aux élections législatives de 2013. Au Chili, le projet, on le sait, a fait l'objet d'un net rejet lors du référendum de sortie, tandis que la victoire, forte et nette également de la droite le 7 mai dernier, à l'issue de l'élection du Conseil constitutionnel, l'organe chargé de remettre en œuvre l'ouvrage constitutionnel sur le métier, laisse assez mal augurer de l'avenir du processus. Dans le cas du Chili, le projet de constitution élaboré par l'Assemblée constituante était tout à fait d'avant-garde, et pas simplement parce que, comme l'a souligné Fabrice Urqueby ce matin dans ses propos liminaires de présentation, il prenait la suite de la constitution de Pinochet. Ce caractère novateur, on le retrouve en réalité à la fois en aval et en amont et en aval. On le retrouve tant dans la composition de l'Assemblée constituante que dans le projet qu'elle propose. Et ce sera là, vous l'aurez compris, les deux principaux points de cette brève synthèse. Premier point, l'idée même de réunir une assemblée constituante au Chili est elle-même sans précédent. C'est en effet une première historique et Carolina l'a bien rappelé dans ses propos introductifs. Cette originalité, on la trouve d'abord dans la composition de l'Assemblée constituante chilienne. Elle apparaît d'ailleurs en opposition frontale avec ce que nous connaissons, ce que nous avons habituellement comme conception de l'Assemblée constituante, en tout cas en France. Et c'est d'autant plus étonnant que le Chili jusque-là, vous me direz si je me trompe, mais le Chili jusque-là s'était refusé à consacrer juridiquement toute distinction ethnique ou physique, et c'est là une véritable innovation. Point dorénavant d'unité de la nation, au contraire, la représentation de la diversité des intérêts et des opinions, favorisée par l'usage du scrutin proportionnel, prime en réalité sur la recherche de l'unité un peu forcée. Pour utiliser des termes à la mode, la Convention se veut inclusive et c'est ce que nous ont rappelé Leslie Cloud en insistant sur le rôle joué par les peuples autochtones et les 17 sièges sur 155 qui leur furent réservés. Et ce même constat d'inclusivité a été fait par Carolina avec son analyse au prisme du féminisme que nous venons d'entendre, puisqu'il s'agissait là encore d'une première mondiale, au sens où la Convention était parfaitement paritaire. De sorte qu'en réalité, la recherche de la parité a finalement primé sur le calcul de la répartition des sièges. Il en a résulté en fait un aéropage relativement hétéroclite, dominé par les indépendants, et au sein duquel les individualités, j'en ai eu l'impression en regardant aussi les photos au tableau, les individualités ou les groupes particuliers priment sur les lignes de fracture politique.
Il s'agit en réalité d'éloigner des institutions existantes, de s'éloigner des institutions existantes, de sorte que l'on s'attache à compliquer la tâche aux professionnels de la politique afin de laisser la place aux indépendants. Ce terme désignant au Chili essentiellement le citoyen lambda, mais pas seulement, plus largement le non-professionnel de la politique, mais aussi, ainsi que l'a rappelé Carlos, le militant des causes économiques et sociales. Il s'agit sans doute d'une assemblée post-souveraine, et c'est ce que l'on nous a dit, car encadrée par 3 lois constitutionnelles. Et s'instaure alors un rapport finalement assez ambigu entre cette assemblée constituante et les pouvoirs constitués, rapport ambigu que Carolina a mis en lumière dès ses propos introductifs. Mais là encore, l'écueil est assez classique en matière de démocratie participative. Il témoigne en réalité de l'ambivalence des autorités politiques qui sont commanditaires de dispositifs participatifs ou qui finissent par s'y résoudre, mais qui sont incapables véritablement d'accompagner un accroissement des pouvoirs d'action des citoyens en politique. Il faut bien reconnaître à leur décharge que le dilemme auquel ces autorités politiques doivent faire face au moment où elles acceptent de mettre en place des institutions participatives est extrêmement épineux. Parce que d'un côté, conférer une simple fonction consultative à une convention constitutionnelle, ce n'est évidemment pas suffisant. Comment intéresser le citoyen ordinaire si la Convention n'est pas en mesure, sinon de décider, du moins de peser efficacement sur la décision? La puissance publique doit donc s'engager à l'égard des conventionnels et de leurs propositions afin de dissiper tout soupçon de manœuvre dilatoire. Et on se rappelle à cet égard de l'imprudente formule, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'Emmanuel Macron, disant que les propositions de la Convention constitutionnelle sur le climat allaient être transmises sans filtre jusqu'à ce qu'il fasse une prudente reculade en s'apercevant que les institutions n'étaient pas faites véritablement pour une transmission sans filtre. Mais d'un autre côté, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est de conférer une fonction normative à une convention citoyenne. Et cela, ça ne peut pas être véritablement envisagé. Pourquoi? Parce que des structures de participation, et il me semble que ça apparaît en filigrane dans l'expérience chilienne, des structures de participation qui menaceraient de remettre en cause des institutions établies, perdraient inévitablement le soutien des autorités politiques. Et vous avez été plusieurs à mettre en lumière le fait que les autorités politiques avaient plutôt freiné plus qu'ils n'avaient été des accompagnateurs. Par ailleurs, un transfert de souveraineté à une structure participative pose évidemment un problème aigu de responsabilité politique. Devant qui peuvent être responsables ceux qui ont simplement été élus pour rédiger une constitution sans inscrire leur tâche dans un avenir politique qui permettrait éventuellement de sanctionner une éventuelle responsabilité politique. Comment, par ailleurs, préserver les intérêts de la très grande majorité qui n'est pas partie à la Convention, sans tenter de cadrer les choses en amont? Et c'est sans doute là ce qui explique les fameuses lois constitutionnelles quand on a fait référence. Quoi qu'il en soit, cette Constitution, on l'a vu, au moins du point de vue de la Convention, est d'un réel avant-gardisme. Et cet avant-gardisme, présent dans la composition même de la Convention, on le retrouve sur le fond du texte. Ce sera là mon second point. Le texte proposé était saisissant par sa longueur. Je ne sais pas si on l'a dit, il me semble qu'on l'a dit, 388 articles. Alors je crois qu'au regard de ce qui se fait parfois en Amérique du Sud, ce n'est pas le record absolu, mais bon, c'est quand même pas mal. Le texte était également surprenant par le détail des dispositions et ce que nous a dit Gilles Guglielmi sur la prise en compte de l'avenir digital est à cet égard particulièrement révélateur. Il y a un véritable détail des dispositions et une variété extraordinaire de thèmes abordés, caractéristiques que vous tous avez très largement, il me semble, mis en valeur. Alors évidemment, certaines caractéristiques, certaines thématiques sont plus classiques que d'autres, mais elles sont toujours empreintes, il me semble, d'une réelle volonté de renouvellement, même si leur caractère avant-gardiste doit être relativisé. C'est ce que nous ont notamment montré avec des prismes différents Alexis Loquinho et Carlos Miguel Herrera. Alexis, avec son éclairage surprenant sur la conception de la justice constitutionnelle du projet, nous a permis d'avoir des arguments à cet effet. On s'attendait en effet à un accroissement des prérogatives de la justice constitutionnelle, mais c'est l'inverse qui se produit.
On peut mettre, comme il l'a fait, cette originalité en lien avec les influences croisées des modèles constitutionnels étrangers de justice constitutionnelle en Amérique latine, modèle américain depuis le 19e siècle, européen depuis le 20e, ce qui aboutit à une forme de, je ne sais plus, de terreau particulier, je crois que ça a été ton expression, de mélange des genres peut-être. Mais le particularisme du projet est surtout de réduire la place de la justice constitutionnelle à la portion congrue, puisque la Cour constitutionnelle est soumise à un principe de déférence à l'égard de l'organe législatif, à une présomption de constitutionnalité de la loi et à des décisions qui doivent être uniquement fondées en droit. Ce fait étonnant s'inscrit cependant dans une véritable cohérence du projet, puisque la mission de la Cour est en principe celle de l'interprétation conforme, de sorte que la déclaration d'inconstitutionnalité n'est que d'exception. On note également, et c'est assez étonnant, la disparition a priori du contrôle a priori des lois organiques, des dispositions des traités soumises à l'approbation du Congrès, du contrôle des élections, bref, la perte sèche est forte. Et c'est assez paradoxal, on l'a dit pendant les débats, puisque la Constitution, le projet de Constitution avait vocation à protéger les minorités. La seule explication qui vient effectivement à l'esprit, c'est que protégeant déjà les minorités, eh bien, la justice constitutionnelle apparaît comme contre-productive ou superfétatoire. Cette question de l'avant-gardisme a également été frontalement évoquée par Carlos Miguel Herrera. Il l'a replacé dans la question plus théorique du contexte néoconstitutionnaliste et du nouveau constitutionnalisme. Je mets les deux termes, je les utilise comme synonymes, bien qu'étant consciente que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et à cet égard, le projet apparaît d'un avant-gardisme relatif. Donc on a vu que pour Alexis, finalement, le projet n'était pas d'avant-garde, clairement, ou d'une avant-garde qu'il faut véritablement articuler à une certaine conception de la justice constitutionnelle. Pour Carlos Herrera, le projet est d'un avant-gardisme relatif, puisqu'il nous a rappelé notamment le procès en radicalité qui a été fait au chapitre 2 intitulé « Droits et garanties », chapitre 2 qui est long lui-même de 109 articles et qui énumère les droits individuels et collectifs, les droits humains, dit le texte, en y ajoutant les droits de la nature et plus largement tout le projet en matière de parité, d'écologie et d'autochtonie. C'est bien difficile à dire. Il y a à cet égard, nous a-t-il rappelé, une rupture, nous a-t-il montré une rupture avec le populisme du néoconstitutionnalisme latino-américain, puisqu'on érige le respect des droits de l'homme au fondement de l'État. Est-ce pour autant avant-gardiste ? Je retiendrai ici deux des arguments que vous avez avancés dans le cadre de votre riche intervention. D'une part, on resterait en substance dans un modèle plus garantiste que véritablement transformiste. En témoigne d'ailleurs le nom de gauche, rebuté par l'absence de véritable constitution économique qui prendrait appui sur des nationalisations des matières premières. Et en définitive, on touche davantage aux droits fondamentaux qu'à la constitution économique. Mais c'est en réalité l'idée d'une expansion du garantisme qui est à l'origine du chapitre 2 et de son ampleur. Il y a donc ici quelque chose d'assez classique, au sens où cela s'inscrit dans le cadre de ce que Luigi Ferrajoli, très influent en Amérique latine, appelle le garantisme juridique. Par ailleurs, reprenant les travaux de l'un de ses collègues et amis, Carlos nous a rappelé qu'on ne saurait incarner la radicalité sous la forme juridique, tout en demeurant très traditionnel sur la forme des institutions. C'est l'idée finalement selon laquelle, enfin en tout cas telle que je l'ai comprise, les droits fondamentaux serviraient de fonnée progressiste à un projet qui, sur le plan de l'organisation des pouvoirs, demeurait de facture relativement classique, même si Carolina nous a montré à l'aune de la parité que ce classicisme devait être là aussi relativisé. Donc finalement, la question serait surtout de déterminer comment on peut démocratiser le droit constitutionnel, ce qui constitue un débat central en Amérique latine, mais qui dépasse très largement nos propos d'aujourd'hui. Ce relatif classicisme, sinon dans le traitement, du moins dans la thématique, était également l'objet de l'intervention d'Arnaud Martin en matière de répartition des pouvoirs, mais je vous renvoie évidemment à sa contribution écrite. Et puis, de manière beaucoup plus novatrice, ce sont parfois des questions économiques et sociales très précises qui sont évoquées par ce texte. Et c'est sans conteste sur le plan de la conception de la nature que le texte est le plus novateur. Il en va ainsi de la constitution écologique évoquée par Victoria Chu,
L'identité écologique de l'État chilien, qui est assumée dès le premier article du projet constitutionnel, 70 articles qui abordent d'une façon ou d'une autre la question de l'écologie, de la nature, de l'environnement. On va, ce faisant, bien au-delà de la Constitution de 1980, qui n'était pourtant pas immune de dispositions en la matière. Le texte est empreint d'une conception des humains qui est finalement indéfectiblement liée à la nature, et cela se traduit notamment par la reconnaissance des droits environnementaux classiques, mais aussi par des droits plus originaux, tels que les droits de la nature, le droit d'accès à la nature, la dimension écologique du droit à l'éducation, etc., etc. Je ne vais évidemment pas tout reprendre. Et puis, de manière originale, quand bien même la nature, on aurait pu s'y attendre, n'est pas érigée en sujet de droit, il n'en demeure pas moins qu'elle se voit reconnaître des droits à sa préservation, à sa régénérescence, tandis que le texte consacre la sensibilité animale. Il en résulte que certaines libertés économiques, et notamment la liberté d'entreprendre, peut être limitée au nom de la protection de la nature, tandis qu'un défenseur de la nature est créé. Cette dimension écologique du projet a été mise en lumière également par la contribution de Thomas Peyroux, relative à la consécration des biens communs environnementaux. Tentative de consécration juridique via l'article 134 qui se solde une nouvelle fois par un échec. C'est l'idée que l'État à la garde n'est qu'un trustee et non pas le propriétaire d'un bien commun. Il s'agit d'une garde fonctionnalisée qui a vocation à garantir les droits de la nature et l'intérêt des générations actuelles et futures. Elle se singularise également par la possibilité d'action citoyenne en la matière, avec deux difficultés qu'il a fort bien soulignées. D'une part, il revient à l'État d'être le gardien de la hiérarchisation des intérêts, et d'autre part, l'article 134 n'institue pas de définition des biens communs. Il n'y a qu'une énumération au sein de l'article 134, alinéa 2. Les avancées principales en la matière résident dans la reconnaissance de l'eau comme bien commun. Et à cet égard, le projet de constitution apparaît bien comme une réponse à un phénomène conjoncturel que l'on espère ne pas devenir structurel, qui est la crise de l'eau dont souffre le Chili depuis plusieurs années. Est également mis en lumière le lien entre bien commun, démocratie et participation qui apparaît à travers le régime juridique des biens communs défini à l'alinéa 4. Et enfin, la subordination de l'autorisation administrative d'utilisation des biens communs naturels inappropriés à des obligations de conservation spécifiques, ce qui a fait dire à Thomas qu'il y avait dans cette constitution non seulement des éléments d'avant-garde, mais des éléments également de réflexion pour nos propres constitutions ou nos révisions constitutionnelles à venir. Alors, tout ceci est extrêmement intéressant pour le constitutionnalisme car cela tend finalement à relativiser des distinctions que nous estimions bien ancrées. Ainsi, l'appréhension plus que la définition de la notion de commun permet de transcender la distinction entre propriété publique et propriété privée. Même constat de remise en cause des distinctions entre catégories de normes, textes constitutionnels, lois ordinaires, règlements administratifs. Idem enfin entre la Constitution au sens formel et la Constitution au sens matériel. En la matière, le projet chilien nous offre un parfait contre-exemple. Alors que l'on a tendance à penser la catégorie du formellement constitutionnel comme étant plus restreinte, plus étroite que la catégorie du matériellement constitutionnel, le projet semble attester la possibilité inverse et bénéficie ainsi de la consécration constitutionnelle des thématiques comme la question de l'allaitement qui n'a pas été évoquée, mais j'ai vu qu'elle existait dans la Constitution, dont la nature matériellement constitutionnelle est pour le moins sujette à caution. Mais l'expérience chilienne met également en lumière, il me semble, la difficulté pour une constitution de se saisir de l'ensemble des questions sociales et sociétales qui agitent un pays et plus encore son histoire. Une autre innovation fondamentale se mesure à l'égard de l'effort d'adaptation de la Constitution aux enjeux technologiques, comme nous l'a montré Gilles Guglielmi. Et là encore, on se demande si la Constitution, à force de vouloir tout étreindre, ne finit pas par mal étreindre. Cette prise en compte des évolutions technologiques s'est faite d'abord dans une perspective pragmatique, via la prise en compte de l'outil digitalisé. Mais on peut se demander si l'écriture de la Constitution a véritablement été pensée en fonction de la digitalisation croissante du monde, ce qui serait sans doute le signe de son réel avant-gardisme. Et sur ce point, la réponse apparaît plus nuancée.
Le projet a intégré des droits numériques fondamentaux, notamment en imposant à l'État un certain nombre de devoirs, comme le droit constitutionnel à disposer d'un espace numérique exempt de violence. Mais on est surpris surtout, là encore, par l'extraordinaire précision des dispositions qui parfois vont jusqu'à dépasser les standards internationaux, mais dont on a du mal à se demander, enfin, on a du mal à savoir ce qu'ils font véritablement dans une constitution. Toutefois, la prééminence de l'action publique en ce domaine, pour dire la même chose autrement, la possibilité de rendre effectifs ces droits proclamés, témoigne sans doute d'un optimisme excessif. Enfin, le caractère profondément novateur du projet se mesure non plus à l'aune de ses thématiques, mais à l'aune de sa dimension fondamentalement inclusive. Et c'est ce que nous a montré, là encore, Carolina, tout à l'heure, au regard non seulement de la composition de la Convention, mais de plusieurs initiatives ou droits. L'usage, par exemple, au sein du texte constitutionnel de la consternante écriture inclusive. Je vous rassure, l'adjectif vient de moi et non pas de Carolina, vous vous en doutez sans doute. Le droit à vivre dans un environnement libre de toute violence, la prise en compte systématique du genre dans les politiques publiques et le recrutement des fonctionnaires publics, mais aussi par l'imposition d'une parité systématique. Le texte et l'énumération que tu as fait, il était absolument remarquable et voilà, enfin, extrêmement parlante à cet égard. Le texte entendait ainsi imposer aux organes de l'État, aux organes supérieurs de l'administration, comme au conseil d'administration des sociétés publiques et privées ou semi-publiques, une composition, pas privée, pardon, semi-publique, une composition d'au moins 50% de femmes. Bref, un texte sans conteste avant-gardiste, bien que celui-ci doive être inscrit, et c'est ce qu'a fait Carolina à la fin de son intervention, dans une perspective plus longue qui mettrait déjà, du point de vue de l'histoire du Chili et de la sociologie du Chili, déjà l'accent sur la perspective du genre. Cette dimension fondamentalement inclusive fut également mise en lumière par Leslie Cloud, qui a montré combien le texte s'attachait à prendre en compte les différentes nations autochtones qui représentent 13% de la population au Chili, en citant une liste non exhaustive de 10 peuples et nations autochtones préexistant à l'État. Le texte, finalement, impute à l'État le droit, l'obligation de garantir l'exercice de l'autodétermination et des droits collectifs et individuels de ces peuples, au niveau communal, au niveau régional et au niveau national. Le projet s'articule au concept de plurinationalité, mais aussi à la reconnaissance d'institutions juridiques propres, ce qui remet inévitablement en cause le monisme juridique et culturel traditionnel d'un Chili centralisé. Novation fondamentale du projet, comme nous l'a montré Leslie, mais faiblesse également de celui-ci, car mal accepté par la population, il a pu, sur ce point, semble-t-il, focaliser les critiques. Et là encore, je trouve que l'expérience est forte, riche d'enseignements, puisque cela montre bien, et on le sait, mais là on le voit plus particulièrement, que la tâche du pouvoir constituant est d'autant plus sensible et difficile qu'il s'efforce de modifier, de faire évoluer les fondements sur lesquels repose l'unité de la nation, l'unité d'un pays, ici l'indivisibilité de la nation. Alors quelques mots en conclusion, rassurez-vous. Et il se trouve que même au terme de ce beau colloque, il reste difficile de mesurer si le projet de constitution chilien a péché par excès d'avant-gardisme ou excès de progressisme. Et je crois que fondamentalement, comme Carolina semblait en avoir l'intuition dès ce matin, la réponse à cette question demeure du ressort du fort intérieur de chacun d'entre nous, en fonction finalement de l'endroit où chacun met le curseur entre progressisme, conservatisme et régression. En ce qui me concerne, je sors de ce colloque assez convaincue que le caractère avant-gardiste du projet dépend en définitive des aspects évoqués. Il est donc possible que plus que dans son excès d'avant-gardisme, il faille chercher ailleurs les raisons de son rejet. Alors évidemment, je ne prétendrai pas à l'exhaustivité en la matière. On connaît, on sait évidemment, on soupçonne que les facteurs ont pu être multiples. Mais il me semble que l'expérience chilienne met surtout en lumière les limites d'un pouvoir normatif conféré à des assemblées participatives. Il est possible tout simplement que l'on demande trop à ces assemblées participatives, un peu comme si on attendait d'elles qu'elles puissent constituer une panacée au regard de la crise de la démocratie représentative. Évidemment, on le sait, la démocratie représentative a besoin d'être revivifiée et chaque jour, on le sent davantage.
Trop souvent, des questions essentielles sont tranchées sans que les populations intéressées aient été véritablement consultées. Et le modèle de la Convention citoyenne, à travers la constitution d'un mini-public, a au moins l'intérêt de s'attaquer frontalement à ce problème. Ce modèle s'efforce d'adosser à la représentation élective classique une forme de représentation novatrice, réputée être plus proche de ceux que la décision à prendre va affecter. L'idée de voir siéger au sein d'une assemblée des personnalités indépendantes, l'émanation de ce que l'on appelle souvent la société civile, est donc évidemment séduisante. L'idéal sous-jacent est celui d'une prise en compte directe de la parole des citoyens. Mettre un terme au monopole d'expression de la volonté populaire par la représentation nationale. Tout cela est fort bien. Il n'en demeure pas moins que l'assertion commune selon laquelle, dans une démocratie, le peuple souverain est l'auteur de la Constitution ou de la loi ne signifie évidemment pas qu'il est appelé à en élaborer le contenu. Tel est le rôle, non pas du souverain, mais bien du magistrat, pour reprendre une distinction classique chez Bodin. En termes plus contemporains, cela signifie que les droits du peuple auteur se réduisent à une sorte d'imprimatur populaire, délivré ou refusé a posteriori via un droit de veto qui s'exprime notamment lors du référendum, comme ce fut le cas lors du référendum de sortie, tandis que la rédaction du projet appartient au pouvoir législatif ou exécutif. Or, c'est un autre chemin qu'a voulu parcourir la Convention chilienne en tentant d'écarter les politiciens de métier de son sein. Il me semble dès lors que l'expérience chilienne témoigne des ambiguïtés de l'impératif sociologique de représentativité renforcé par le postulat de l'égale compétence de tous. Or, quand bien même la Convention parviendrait à offrir à la représentation une diversité sociologique accrue, ce qui fut clairement le cas au Chili, on ne saurait parier sur l'identité de vue entre l'opinion d'une assemblée citoyenne et l'opinion de la majorité du peuple. Le processus aboutit en définitive à confier à une partie au moins du pouvoir aboutit à confier une partie au moins du pouvoir délibérant à une infime minorité, souvent dépourvue d'expérience politique. Et le rejet du projet à 62% par le référendum de sortie de septembre 2022 témoigne, il me semble, de cette faiblesse. Le concept d'État plurinational, reconnaissant les populations autochtones, même si on en comprend tout à fait le sens et s'il nous apparaît de prime abord tout à fait séduisant, semble avoir joué ici le rôle de ligne rouge. Il en résulte que c'est maintenant l'ensemble de la droite qui détient les clés du processus, avec une contradiction majeure. La première force est aussi celle qui s'est toujours opposée à l'écriture d'une nouvelle constitution. On se situe donc maintenant dans l'optique, dans la perspective d'un retour de balancier, avec un risque élevé de voir le projet de nouvelle constitution passer d'un avant-gardisme peut-être excessif à un conservatisme qui le serait plus encore. J'espère fort n'être en la matière qu'un oiseau de mauvais augure. Je vous remercie de votre attention.